quand Donald Trump a menacé d'intervenir violemment si le Nigeria ne protégeait pas les chrétiens, l'Afrique entière a suspendu son souffle. Ce n'était pas qu'une posture diplomatique. C'était l'écho des interventions passées emballées dans des croisades morales, où la foi sert souvent d'habit à des intérêts plus terrestres. Et une autre voix s'est aussitôt élevée depuis le Sahel. Ibrahim Traoré, jeune capitaine burkinabé, devenu symbole d'une revendication de souveraineté qui refuse désormais de plier. Alors, au-delà de la liturgie et des slogans, la vraie question pour les publics est simple. Qui décide et pour qui ? L'énoncé de Donald Trump a rouvert une vieille plaie africaine. Choisir entre protection et dépendance, entre promesses de sécurité et prix cachés. Derrière les phrases solennelles sur la foi persistent des réseaux de contrats, de bases et d'accords qui lient plus qu'ils ne libèrent. Pour le Nigeria, la coopération contre Boko Haram ressemble souvent à une porte entr'ouverte sur la tutelle, où l'assistance technique devient présence durable. Mais la scène a changé. De Ouagadougou à Bamako, une génération affirme un mot devenu subversif, souveraineté. Dans ce concert, Ibrahim Traoré incarne la fracture avec les anciennes illusions, rappelant que sécurité sans dignité n'est qu'un armistice fragile. Sa promesse implicite esquissera notre fil conducteur, défendre sa foi sans renoncer au droit de décider pour soi, refuser la hiérarchie des vies, préférer la responsabilité à la délégation. Le récit proposé n'oppose donc pas Washington à Abuja seulement. Il met à l'épreuve la maturité d'un continent contraint de convertir l'indignation en institution et la ferveur en politique publique. Quelque chose a basculé lorsque la phrase « If Nigeria cannot protect Christians, we will move in viciously » a parcouru les ondes africaines. Ce n'était pas une déclaration ordinaire, c'était un séisme diplomatique qui, en 24 heures, fit réagir chancellerie, marché pétrolier et rédaction. Le choc des mots devint un test concret de souveraineté. Car dans l'histoire récente, chaque fois que l'Occident dit vouloir sauver, il finit par posséder. La Libye l'a appris sous les bombes, l'Irak dans un interminable après-guerre, la Syrie dans l'oubli. Le Nigeria, cœur économique d'Afrique de l'Ouest, se retrouve au centre d'un scénario familier. Protection religieuse en façade, compétition géopolitique en coulisses. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré capte immédiatement ce glissement et formule une mise en garde. Les croisades modernes s'écrivent avec des drones et des contrats. Ces mots circulent comme une onde de choc. Université, radio communautaire, caserne, puis réseaux sociaux, où s'organisent des cercles d'études sur la souveraineté. Pour de nombreux jeunes, la voix du Sahel devient un réveil qui transforme la colère diffuse en vocabulaire politique. À Abuja, le président Bola Ahmed Tinubu tente d'équilibrer les forces. D'un côté, Washington promet assistance, partage de renseignements et formation spécialisée. De l'autre, le bloc sahélien propose des coopérations fondées sur la dignité, l'appropriation et la coordination locale. Ce tiraillement rappelle une vérité amère. La liberté d'un État dépend souvent du prix consenti pour sa sécurité. Dans les églises de Jos, comme dans les mosquées de Kaduna, des comités interconfessionnels se créent pour déjouer les instrumentalisations. Dans les marchés de Lagos, des marchands collent des affiches appelant à la protection sans tutelle. Peu à peu, l'angle se renverse. La question n'est plus qui protégera les chrétiens, mais qui protégera l'Afrique de ses sauveurs. Cette mini-révélation est aussi spirituelle que politique. Elle consiste à passer d'une foi utilisée comme arme à une foi comprise comme choix et à reconnaître que la sécurité sans dignité reste une paix conditionnelle. En ce sens, la crise nigériane devient un miroir. On n'y voit pas seulement Washington et Abuja, mais la possibilité d'une maturité continentale. Dans ce tumulte d'alliances et d'alertes, une figure sert de fil conducteur, Ibrahim Traoré. Capitaine burkinabé, devenu chef d'État, il incarne, pour une génération née après les indépendances, la possibilité de parler au monde sans tuteur ni traducteur. À Ouagadougou, ses allocutions voyagent de téléphone en téléphone, inspirent des cercles d'études, nourrissent des fresques murales où l'on lit « La souveraineté se prouve par l'usage ». Au-delà des symboles, des effets concrets apparaissent. À Jos et Kaduna, des comités de vigilance interreligieux coordonnent pasteurs et imams pour désamorcer les rumeurs.
Des médiateurs communautaires cartographient les incidents et publient des lignes d'alerte. Des associations étudiantes lancent des campagnes contre la désinformation. Des radios locales diffusent des formats d'éducation civique expliquant ce que signifie assistance sans tutelle et comment reconnaître la manipulation. À Lagos, des ateliers citoyens examinent la conversion de l'indignation en politique publique, contrôle parlementaire des accords militaires, transparence des contrats énergétiques, montée en puissance d'industries locales de défense et de cybersécurité. Ces gestes modestes signalent une mutation plus profonde. La foi cesse d'être un levier de division pour redevenir un espace de résistance au chantage géopolitique et à la dépendance cognitive. Pour le Nigeria, l'impact est double. À l'intérieur, il oblige à repenser l'équilibre sécurité-dignité et à investir dans l'état de droit. À l'extérieur, il repositionne Abuja dans une région où le Sahel expérimente la coopération sans tuteur. Dans les chancelleries occidentales, l'inconfort grandit. Si la société civile convertit l'émotion en institution, l'ancien logiciel d'influence perd ses prises et ses relais. Et c'est bien ce frémissement, une socialisation de la souveraineté, qui pourrait demain transformer l'essai et déplacer le centre de gravité régional. Tout a commencé par une phrase, celle de Donald Trump, mais l'embrasement s'est déroulé en 3 actes, articulés par des répliques inattendues. Acte M, le déclencheur. Le 14 juillet, à Washington, l'ancien président prononce son avertissement sur le Nigeria. En moins d'1 heure, la vidéo circule sur WhatsApp et X, cumule des millions de vues. Au Nigeria, indignation. À Accra, prudence. À Paris, silence calculé. Le gouvernement de Bola Ahmed Tinubu publie une déclaration sobre. Le Nigeria protège tous ses citoyens sans distinction de foi. En apparence, une réponse mesurée. En réalité, le début d'un séisme, car la phrase américaine impose l'agenda médiatique et diplomatique. Des éditoriaux évoquent protection des minorités, d'autres retour du fardeau civilisateur, ravivant des mémoires douloureuses. Tout commence par un premier moment décisif. Pour apprécier la portée de la séquence, rien ne vaut un détour par les données, prises non comme fétiche, mais comme repère d'orientation. Premier repère, au Nigeria, le pétrole compose 92% des exportations nationales. Cette concentration crée une vulnérabilité structurelle aiguë aux chocs politiques et diplomatiques extérieurs. Concrètement, lorsque la relation avec des partenaires vacille, tout vacille avec elle. Recettes, devises, planification budgétaire, puis protection sociale. Le financement de l'État s'en trouve corrélé à des agendas qu'il ne maîtrise pas. Deuxième repère, l'or noir fournit 70% des recettes publiques, alimentant salaires, subventions et programmes sociaux majeurs. Autrement dit, la souveraineté budgétaire demeure contrainte tant que la base fiscale reste étroite et peu diversifiée. Cette étroitesse empêche d'absorber sereinement des à-coups géopolitiques, pourtant cycliques, et renchérit le coût du capital souverain. Troisième repère, depuis la déclaration choc, la production a reflué de 8,4% sur un trimestre. Derrière ce chiffre, on observe des reports de maintenance, des frilosités de sous-traitants, des arbitrages de risques défavorables et des polices d'assurance révisées. La dynamique laissée limpide, moindre confiance stratégique, moindre appétit d'exposition. Et l'investissement suit la confiance. Pris ensemble, ces repères composent un paradoxe. L'aide sécuritaire présentée comme stabilisatrice semble, par effets collatéraux, amplifier l'instabilité économique qu'elle prétend conjurer. Le coût ne se limite pas aux pertes de revenus. Il s'étend au calendrier, aux projets sociaux, à la gouvernance des contrats. Chaque épisode d'alerte déplace priorité et budget, puis nourrit l'usure citoyenne. Cette usure, à son tour, fragilise la cohésion et rend les discours d'ingérence plus performatifs. Inversement, des dispositifs d'appropriation, contrôle parlementaire, exigence d'open data sur les contrats, clauses de contenu local, consolident la confiance bancaire et réduisent la prime de risque. C'est ici que l'expérience sahélienne attire l'attention d'Abuja. En expurgeant les zones d'ambiguïté contractuelle, va en internalisant des fonctions critiques, renseignement, cyber, maintenance. Les États du Sahel ont cherché moins la rupture spectaculaire que l'alignement patient entre sécurité et dignité. Le message, relayé par Ibrahim Traoré,
et pragmatique, la dépendance est coûteuse même quand elle est bienveillante, parce qu'elle désapprend à faire. Reprendre la main exige un chantier technique, cartographier les vulnérabilités, mutualiser les capacités, planifier les transferts de compétences par étapes mesurables. Sans cette granularité, la souveraineté reste un slogan et la confiance, une rumeur. 3 corollaires s'imposent. D'abord, diversifier les recettes afin de réduire l'élasticité de l'État au choc extérieur et d'améliorer la notation de crédit. Ensuite, bâtir des capacités industrielles et cybernétiques capables d'assurer une sécurité sans bailleur et d'entretenir des équipements critiques. Enfin, aligner les contrats énergétiques sur un principe simple. La transparence produit de la confiance bancaire et stabilise les horizons d'investissement. Dernier point d'attention, la pédagogie publique. Sans explication régulière des compromis, les réformes techniques se heurtent aux soupçons. Ritualiser l'explication par des rapports trimestriels, tableaux de bord et auditions stabilise l'effort commun et rend la souveraineté visible dans la vie quotidienne. 2 visions structurent désormais le débat. La première, défendue par Washington et plusieurs alliés, soutient qu'une présence occidentale demeure indispensable pour contenir le terrorisme. Elle avance une logique de risque immédiat. Sans drones alliés, sans partage de renseignements, les États sahéliens seraient débordés. L'alternative serait un vide sécuritaire, où prospèrent trafic et milices. Acceptons-la un instant. Réduire le risque court terme peut exiger une aide robuste et des capacités que l'on ne possède pas encore. Cette thèse souligne aussi l'interopérabilité des équipements, les clauses de maintenance et l'avantage d'un parapluie diplomatique. La seconde vision réplique sans nier les menaces. Elle constate que la dépendance, lorsqu'elle s'installe, rigidifie les plans, politise les urgences et reporte l'apprentissage. Les partisans d'Ibrahim Traoré invoquent un principe simple. La confiance opère mieux à proximité. Des dispositifs enracinés, brigades locales, renseignements communautaires, coopération régionale, permettent de raccourcir les boucles décisionnelles et d'orienter la force vers des objectifs acceptés socialement. Il note aussi que l'ingérence brouille la responsabilité. Quand l'allié dirige, qui répond devant les citoyens? Quelle synthèse raisonnable? D'abord, reconnaître que l'aide extérieure peut être utile si elle est bornée par la loi, transparente et dégressive. Ensuite, conditionner toute coopération à des transferts de compétences tracés par des jalons publics et contrôlés par des parlements. Enfin, instituer une clause de sortie crédible, pas théorique, afin d'éviter l'éternisation des missions. Cette approche renverse la hiérarchie, l'allié devient un appoint, non une béquille permanente. La force de la position sahélienne, portée par Ibrahim Traoré, tient précisément à cette exigence de bornage. Elle ne romantise pas l'autonomie, elle l'organise. Et ce faisant, elle replace Abuja devant une question de fond: veut-on acheter de la sécurité ou la produire? Le Nigeria, par son poids, peut imposer des standards contractuels régionaux qui lient l'aide à l'élévation de ses propres capacités. Accepter cette responsabilité, c'est déplacer le centre de gravité, de la dépendance réactive à l'initiative maîtrisée. Le silence change tout. En quelques semaines, l'Afrique a cessé d'attendre l'approbation extérieure. Ce renversement s'est produit sans déclaration officielle, sans traité ni drapeau. Il a surgi dans la conscience collective. Quand les mots d'Ibrahim Traoré circulent sur les téléphones nigérians, ils ne sont plus entendus comme ceux d'un voisin héroïque, mais comme le miroir d'une dignité longtemps retenue. À Abuja, cette mutation psychologique inquiète autant qu'elle fascine. Les conseillers présidentiels admettent à voix basse que la rhétorique sahélienne a plus d'écho que les communiqués diplomatiques. Les ONG occidentales, jadis prescriptrices de vérité, voient leurs séminaires se vider. Les radios locales, au contraire, gagnent en audience lorsqu'elles abordent le thème de l'autonomie africaine. Ce glissement d'attention est la véritable révélation du milieu de récit. La puissance ne se mesure plus aux armées, mais à la capacité d'inspirer. Et dans cette bataille de récit, le Nigeria découvre qu'il peut être suiveur ou fondateur. La question suspendue devient dès lors existentielle. Entre la sécurité importée et la souveraineté imparfaite, laquelle engendre la peur et laquelle nourrit l'espoir. Les répercussions du choc nigérian dépassent les cercles politiques pour s'enraciner dans la vie quotidienne. Elles se déclinent en 4 champs: nation, économie, société civile et région.
Sur le plan national, l'opinion publique nigériane s'est réorganisée. L'opinion publique nigériane s'est réorganisée. Dans les rues d'Abuja et de Lagos, les débats religieux se muent en discussions constitutionnelles. La question n'est plus qui a raison, mais qui décide. Ce changement de perspective révèle une fatigue du paternalisme occidental et un désir d'arbitrer ses propres crises. Ibrahim Traoré, souvent cité dans les médias, symbolise cette reconquête du langage politique. Il parle d'indépendance sans rancune, d'alliance sans servitude. Sa présence médiatique donne un visage à la fierté tranquille d'une génération qui veut gouverner autrement. Du point de vue économique, la Banque centrale du Nigeria observe une évolution marquante. Depuis juillet, la Banque centrale du Nigeria observe un mouvement inédit. La proportion de contrats publics signés avec des partenaires non occidentaux est passée de 28% à 46%. Cette bascule n'est pas encore une rupture, mais elle traduit une diversification accélérée. Les entreprises locales, encouragées par des campagnes Made in Africa, réclament des appels d'offres transparents et des clauses de contenu local. Pour la première fois depuis une décennie, des consortiums régionaux financent directement des infrastructures énergétiques sans passer par la Banque mondiale. Ces signaux restent fragiles, mais ils tracent une tendance vers l'autonomie productive. Dans la sphère de la société civile, les mouvements interconfessionnels gagnent du terrain. À Jos, des collectifs de jeunes chrétiens et musulmans gèrent des projets communautaires communs. À Kaduna, des radios indépendantes diffusent des programmes de désinformation croisés. La religion redevient facteur de dialogue et non d'exclusion. Dans les campus, des débats portent sur la logistique de la souveraineté. Comment bâtir une économie de défense, une diplomatie régionale, un modèle éducatif ancré localement? Ces questions, jadis marginales, forment désormais un horizon politique partagé. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières du Nigeria. Les échos du Nigeria résonnent au-delà de ses frontières. Au Ghana, des parlementaires évoquent la création d'un fonds ouest-africain d'investissement stratégique. Au Bénin, un projet de corridor commercial sans tutelle européenne refait surface. Au Niger et au Mali, les autorités du bloc sahélien saluent la maturité nigériane. À Ouagadougou, le gouvernement de Ibrahim Traoré voit dans ce réalignement un signe d'époque, la contagion de la dignité. Les chancelleries occidentales, elles, observent avec nervosité une recomposition qu'aucune puissance ne contrôle plus totalement. Au total, les conséquences ne se mesurent pas seulement en chiffres, mais en psychologie collective. L'Afrique de l'Ouest, longtemps décrite comme une mosaïque fragile, commence à se percevoir comme un corps stratégique. Et dans cette métamorphose, le Nigeria n'est plus seulement un géant démographique, il devient laboratoire de souveraineté, un espace où la dépendance se débat publiquement, où la liberté cesse d'être un slogan pour redevenir un chantier. Le Nigeria avance désormais entre trois horizons possibles, trois récits concurrents du même futur. Abuja maintient ses équilibres. Le gouvernement de Bola Ahmed Tinubu poursuit la coopération avec Washington tout en consolidant des liens régionaux. Les réformes budgétaires se concentrent sur la diversification des recettes et la transparence des contrats pétroliers. La société civile demeure vigilante. Les manifestations se font rares, mais l'idée de souveraineté s'installe dans les discours officiels. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste figure d'inspiration plutôt que d'alliance directe. L'Afrique avance lentement, mais ensemble. Sous la pression de la jeunesse, le Nigeria formalise une coalition économique avec le bloc sahélien. Les États membres partagent renseignements, infrastructures et stratégies industrielles. Le commerce intra-africain croît de 15%. Réduisant la dépendance au dollar. Les capitales européennes, surprises, révisent leurs approches. Les missions de formation deviennent des partenariats à durée fixe. Dans ce scénario, le continent redéfinit sa grammaire diplomatique, l'assistance devient coopération, la tutelle devient dialogue. Ibrahim Traoré y joue le rôle de catalyseur symbolique, fédérant sans dominer. Les tensions confessionnelles ressurgissent. Des incidents sont amplifiés sur les réseaux pour justifier une aide sécuritaire étrangère. Des bases militaires temporaires refont surface et les budgets de défense étrangère explosent. La rhétorique de la protection reprend le dessus. Dans cette hypothèse, les avancées panafricaines s'érodent sous la peur.
L'Afrique redeviendrait alors spectatrice de sa propre histoire. Entre ces trois trajectoires, une constante demeure. Chaque choix de sécurité engage la dignité. Comme l'a dit Ibrahim Traoré, la liberté n'a pas de tuteur, elle a un prix. La question pour les 12 prochains mois n'est pas de savoir si l'Afrique résistera, mais comment elle apprendra à gérer son indépendance comme un bien commun et non comme une exception héroïque. Au-delà des chiffres et des sommets, c'est dans la vie des gens que cette histoire trouve son poids réel. Dans les rues de Lagos, les conversations de taxi ou de marché mêlent désormais économie et dignité. Un commerçant explique: quand ils disent nous aider, ils prennent d'abord nos clients. Une enseignante répond: nous devons apprendre à aider nous-mêmes. Ces échanges ordinaires traduisent un basculement culturel profond. La souveraineté cesse d'être un mot d'État pour devenir une pratique quotidienne. Dans les communautés rurales, l'impact se fait sentir autrement. Des jeunes formés à la cybersécurité locale surveillent les réseaux contre les campagnes de désinformation. Des associations de femmes développent des programmes d'épargne coopérative pour financer les écoles villageoises. Les mosquées et les églises s'unissent pour soutenir les victimes d'attaques, indépendamment de leur confession. Ces gestes modestes constituent la vraie infrastructure d'une liberté durable. Dans ce nouvel imaginaire collectif, Ibrahim Traoré incarne moins la révolte que la constance. Son nom apparaît dans les chansons, sur les murs, dans les discussions familiales. Pour beaucoup, il symbolise l'idée que le courage peut se conjuguer au pluriel. Ce chapitre du récit cherche donc à toucher non seulement les citoyens nigérians, mais aussi les lecteurs au-delà du continent. Comprendre qu'il ne s'agit pas d'un épisode africain, mais d'un miroir universel. La quête d'autonomie n'est pas un privilège du Sud. Elle concerne chaque peuple cherchant à décider sans permission. Transformer la colère en construction exige une méthode, pas seulement un cri. Pour le Nigeria comme pour ses voisins, la souveraineté durable se planifie. 5 leviers se dégagent des débats récents. Premièrement, il est nécessaire de réformer la gouvernance des ressources. Publier l'intégralité des contrats pétroliers, imposer des audits indépendants et canaliser au moins 20% des revenus du brut vers un fonds souverain de diversification. Ce mécanisme rend visible la promesse d'autonomie. Deuxièmement, il faut renforcer la défense locale. Créer des unités mixtes, civiles, militaires, formées dans les universités nigérianes, afin de réduire la dépendance aux instructeurs étrangers. L'objectif: construire une sécurité enracinée, mesurable, reproductible. Troisièmement, reconnecter l'éducation à la souveraineté devient essentiel. Introduire dans les programmes scolaires l'histoire récente du continent et les principes d'économie coopérative. Le but n'est pas la nostalgie, mais la lucidité. Savoir d'où l'on parle pour savoir où l'on va. Quatrièmement, la diplomatie doit être décentralisée. Impliquer les gouverneurs d'État, les maires et les acteurs économiques dans les négociations internationales. Cette diplomatie à plusieurs voix réduit la personnalisation du pouvoir et augmente la résilience. Cinquièmement, il faut institutionnaliser un contrôle citoyen durable. Mettre en place une plateforme publique de suivi des engagements internationaux, contrats, dépenses, indicateurs. La transparence devient un instrument de confiance, non un slogan. Dans chacun de ces leviers, la clé n'est pas la vitesse, mais la cohérence. Comme le répète Ibrahim Traoré, un peuple libre se reconnaît à la qualité de ses outils. Construire ces outils, c'est rendre la liberté mesurable, partageable, transmissible. Le Nigeria n'a pas seulement à résister, il a à démontrer qu'une autre manière de gouverner est possible et qu'elle commence par l'exemple. À la fin de ce parcours, les visages reviennent, ceux des jeunes volontaires de Jos, des commerçants de Lagos, des étudiants de Kaduna. Tous parlent avec la même voix calme, celle d'un peuple qui découvre qu'il n'a plus besoin de permission pour exister. Dans leurs gestes ordinaires se lit le prolongement d'un souffle venu du Sahel, car au-delà des discours, Ibrahim Traoré est devenu un symbole. Non pas le chef d'une croisade, mais le rappel vivant qu'une idée peut traverser les frontières sans passeport. Son nom évoque moins la révolte que la patience du travail collectif, la certitude que chaque génération doit refaire la preuve de sa dignité. Au Nigeria, cette conscience s'est muée en énergie, celle qui transforme l'attente en organisation, la peur en projet. Sur les murs d'Abuja, une phrase revient: « La liberté ne se délègue pas,
Elle résume toute la trajectoire d'un continent en redéfinition. Et c'est là le cœur du récit. Comprendre que l'indépendance n'est pas un héritage, mais un exercice quotidien. Le vrai pouvoir ne s'impose pas par la force, il s'éprouve par la constance. Alors, que reste-t-il à faire? Peut-être simplement parler, parler entre nous, sans traducteur, sans filtre, sans peur de se tromper. Chaque échange, chaque vidéo, chaque texte partagé sur le Nigeria ou le Sahel devient une pierre dans la reconstruction d'une parole libre. Si le pouvoir du récit a longtemps appartenu à d'autres, il nous revient désormais d'en écrire la suite. Dans les ruelles de Lagos comme sur les collines de Ouagadougou, les voix s'unissent pour dire que la dignité n'est pas un privilège, mais un réflexe. Et derrière, ces voix planent encore celle d'Ibrahim Traoré, rappelant qu'aucune nation n'est trop petite pour rêver, ni trop jeune pour diriger. Ce n'est pas une croisade, ni une guerre sainte, c'est une conversation. Une invitation à ceux qui écoutent, lisent, regardent, partagez, questionnez, corrigez, mais ne vous taisez plus, parce que le silence a toujours été l'arme la plus fidèle des empires, et qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de permission pour se faire entendre.